Bonjour, je m'appelle Chen Van Gong, je suis professeur de traduction et interprétation et de littérature francophone à l'Université de Hanoï. Je travaille comme enseignant depuis 1991. En travaillant comme professeur, je fais aussi de la traduction. J'ai fait la traduction vers le vietnamien d'une trentaine de livres, surtout des livres littéraires. En fait, le travail d'un traducteur littéraire consiste à transposer un texte littéraire d'une langue source vers une langue cible. Mais il faut préserver le style, la tonalité, les nuances et l'intention de l'auteur d'origine. Et pour cela, il faut posséder différentes compétences particulières. Par exemple, d'abord, il faut maîtriser les deux langues, la langue source et la langue cible. Quand on parle de la maîtrise des langues, c'est-à-dire la connaissance approfondie de la grammaire, de la syntaxe, du vocabulaire des deux langues. Et cela permet de produire un texte traduit grammaticalement correct, fluide et compréhensible. Par exemple, il y a deux phrases, il sera content et il serait content. Vous voyez que les deux modes différents donnent deux sens différents. Donc, si on ne fait pas attention à la différence des modes du verbe, on peut donner la même traduction. Mais en réalité, c'est différent. La deuxième compétence qu'il faut maîtriser, c'est la compréhension du texte original. Ce n'est pas simplement la compréhension du contenu, mais il faut aussi déceler les nuances, des jeux de mots, des métaphores, des références culturelles, etc. Et à partir de cela, il faut trouver des équivalents dans la langue cible. La troisième compétence, c'est la capacité à préserver le style de l'auteur d'origine. Le style ici, c'est le ton, par exemple le ton formel, lyrique, humoristique, ou bien par exemple les figures de style. Parce que chaque écrivain a sa façon d'écrire, a son style. Il a des écrivains qui font des phrases très brèves, d'autres font des phrases très longues, ou bien il y a des écrivains qui sont très simples. D'autres sont très compliqués. Donc, il faut connaître le ton, le style de chaque écrivain pour pouvoir traduire de façon fidèle au texte original. Le ton des genres différents ou bien des courants littéraires différents, c'est toujours différent. Par exemple, quand on traduit un texte romantique, ce n'est pas le même ton que le texte réaliste, par exemple. Lamartine, ce n'est pas la même chose que Maupassant ou Émile Zola. Je pense que la quatrième compétence qu'il faut connaître, c'est l'adaptation culturelle. Parce que chaque culture a ses caractéristiques. Et ces caractéristiques se traduisent dans l'utilisation de la langue. Et donc, quand on traduit un texte littéraire, il faut savoir adapter selon le contexte culturel de la langue cible. Cela veut dire que nous devons maîtriser les expressions idiomatiques, des proverbes, des références culturelles spécifiques ou bien des éléments qui sont propres à la langue source pour pouvoir trouver des équivalents dans la langue cible. Par exemple, quand on parle de Don Juan dans la langue française, il faut trouver un personnage équivalent dans la culture vietnamienne. Dans notre culture, il y a un personnage qui est équivalent à Don Juan. Parce que si dans le texte vietnamien, qu'on utilise Don Juan, donc c'est pas compréhensible. Et si on remplace Don Juan par un autre personnage vietnamien qui a les mêmes caractères, cela se comprend tout de suite. Donc c'est une technique d'adaptation à la culture d'arrivée. Traduire un texte littéraire, traduire une culture, c'est transposer une culture vers une autre culture. Et donc, euh, on doit toujours chercher à trouver des solutions qui permettent euh, à la langue cible ou au texte cible d'être proche des lecteurs. Par exemple, en français, il y a un proverbe qui vole un œuf volera un bœuf. Mais dans la culture vietnamienne, on ne parle pas d'œuf et de bœuf dans ce proverbe. On a aussi un équivalent vietnamien, mais on parle plutôt de poule et de buffle, parce que ces deux animaux sont plus proches de la culture vietnamienne. Et si on traduit œuf et bœuf dans la langue vietnamienne, cela peut poser des problèmes de compréhension. C'est pour cela que l'adaptation culturelle est très importante dans la traduction littéraire. La cinquième compétence qu'il faut maîtriser, c'est la connaissance des genres littéraires.
Parce qu'en fait, chaque genre littéraire a ses caractéristiques. Par exemple, la poésie a ses exigences, ses subtilités. Il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de comparaisons, le déplacement de l'ordre des mots, ou bien, par exemple, l'utilisation des expressions imagées. Tandis que, par exemple, dans le texte théâtral, il y a beaucoup moins de métaphores ou d'expressions imagées. Donc, si on connaît la différence entre les genres littéraires différents et qu'on traduit le texte d'un genre ou d'un autre, on fait attention à la caractéristique du genre pour pouvoir traduire de façon convenable. Et je pense que la sixième et la dernière compétence qu'il faut maîtriser pour un traducteur littéraire, c'est la sensibilité. C'est-à-dire que si on veut être traducteur littéraire, il faut qu'on soit très sensible à des émotions, aux sentiments, à l'expression de l'émotion et des sentiments. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien une langue, mais qui ne savent pas traduire, qui ne peuvent pas traduire, parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître ou sentir la subtilité des expressions, des mots, des sous-entendus qui se cachent derrière les mots. Donc, il faut toujours être très sensible à la langue, que ce soit dans la langue source, et dans la langue d'arrivée pour pouvoir bien traduire un texte littéraire. Les plus grands défis pour les traducteurs littéraires, c'est surtout la capacité à maîtriser les expressions idiomatiques, des expressions quotidiennes, mais qui ne sont pas enseignées dans les livres. Parce qu'en fait, il y a des expressions assez souvent utilisées par les Français, mais dans les manuels, dans les livres de langue, on n'enseigne pas ça aux étudiants. Donc, il faut chercher, il faut faire de la recherche quand on fait une traduction. Et parfois, la recherche des mots équivalents, des mots justes, c'est vraiment des casse-têtes. Parfois, on peut traduire une page en 1 heure, mais trouver un mot juste, ça peut prendre 1 heure ou 2 heures. C'est la même chose pour la traduction des titres. La traduction des titres des romans, c'est vraiment un casse-tête. Il y a souvent des discussions entre les traducteurs et les rédacteurs dans des maisons d'édition parce qu'en fait, on ne peut pas traduire tel quel le titre des textes d'origine, des romans d'origine, de la langue source. Parfois, c'est possible, mais c'est toujours facile, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut toujours adapter, il faut toujours chercher à donner de la valeur au texte, donner de la valeur au titre du texte. Et ça, c'est une difficulté. Une autre difficulté, je pense, c'est la capacité à saisir les nuances qui se cachent derrière les mots. Parce qu'en fait, il y a des mots synonymes. Ce qui est très difficile, c'est de trouver la différence entre les mots synonymes. Par exemple, quand on traduit un texte où il y a le mot lumineux et juste après, il y a le mot éclatant. Ces deux mots sont presque des synonymes, mais il y a une différence de nuance. Donc, si on consulte dans le dictionnaire, ça peut donner le même sens. Donc, j'ai déjà essayé dans le dictionnaire français-vietnamien et je trouve que dans le dictionnaire français-vietnamien, ça donne le même sens. Mais en réalité, ces deux mots ont des nuances différentes. Et donc, il faut trouver des nuances différentes pour exprimer cela dans le texte traduit. La même chose, par exemple, quand on veut exprimer la différence entre modeste et humble. Donc, il faut trouver les mots justes dans la langue d'arrivée pour pouvoir exprimer ça. Il y a aussi, par exemple, des jeux de mots qui posent aussi problème. Parce que la caractéristique des jeux de mots, c'est parfois l'assonance, c'est l'allitération, c'est la répétition des sons. Et quand on traduit des jeux de mots dans la langue d'arrivée, il faut chercher aussi à trouver des mots qui permettent une sonorité dans le texte, dans la langue d'arrivée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile, mais qui demande une vraie compétence de bons traducteurs pour pouvoir le faire. En fait, les avancées technologiques permettent en quelque sorte de réduire le temps de traduction. Mais la machine ne peut pas remplacer les gens.
Si, par exemple, on met un morceau de texte de la langue source dans, par exemple, un outil de traduction comme Google Translate ou d'autres outils de traduction, d'autres logiciels de traduction, on peut obtenir une traduction, mais c'est une traduction en quelque sorte sans âme. C'est-à-dire, la machine ne peut pas sentir les subtilités de la langue. Et c'est souvent la traduction plutôt littérale. Ça peut être appliqué dans la traduction des textes techniques plutôt, mais pour les textes littéraires, je pense que la machine ne peut pas remplacer l'homme. Elle peut traduire des textes très simples ou des phrases très simples. Mais quand il s'agit des textes qui sont au deuxième degré, des textes qui portent beaucoup de métaphores, beaucoup de sous-entendus, etc., les machines ne peuvent pas remplacer l'homme. Donc, c'est pour cela que je dis toujours à mes étudiants que quand on est traducteur littéraire, on ne perd jamais son travail. Parce que la machine ne C'est peut pas nous remplacer. J'ai eu une expérience de traduction qui a marqué ma vie, parce que en fait, c'était la première traduction du premier roman de ma vie. C'était il y a à peu près 20 ans, quand j'ai commencé à traduire le premier roman, qui s'appelait Ensemble, c'est tout d'Anna Ravanda. Ensemble, c'est tout, c'est un roman assez simple, mais avec des personnages, entre guillemets, humbles, mais très humanistes. Et quand je traduis des extraits qui concernent euh, le partage de sentiments, le partage d'émotions entre les personnages qui, entre guillemets, très simples, mais qui ont vraiment donné de l'émotion. Parce que ce sont des personnages qui ne sont pas vraiment éduqués, qui n'ont pas bénéficié d'une éducation parfaite, mais qui ont une sensibilité humaine entre les gens, qui partagent facilement les difficultés avec les autres, même s'il n'y a pas de relation parentale ou amoureuse entre eux. Mais il y a vraiment de l'amour. C'est un amour avec un grand A entre les personnages. Donc, je me rappelle quand j'étais en stage en Belgique, j'ai emmené le livre en Belgique pour traduire tous les soirs. Donc, dans la journée, j'ai travaillé à l'université et le soir, j'ai traduit le livre. Et plusieurs fois, j'ai éclaté de pleurs. J'ai pleuré pendant la traduction parce que tellement les personnages étaient touchants. Vraiment, ils m'ont fait pleurer. Et je n'oublie jamais ces moments-là dans ma vie. Pour mes étudiants à l'université, surtout les étudiants en master qui suivent une formation en traduction et interprétation, il y a un module sur la traduction littéraire dont je suis responsable. Je dis toujours à mes étudiants, si vous voulez devenir traducteur littéraire, il faut lire beaucoup. Parce que quand on lit beaucoup, on apprend les mots, on enrichit son vocabulaire, on apprend des structures de phrases qui sont très intéressantes et on découvre de nouvelles structures qui sont intéressantes, qui sont utiles pour le travail du traducteur. Et donc, quand on lit beaucoup, on apprend la langue, on apprend le vocabulaire, on apprend la structure de la langue, on apprend aussi la façon de manier la langue des traducteurs. Donc, je dis toujours, quand vous trouvez un livre bien traduit, essayez de trouver le texte original et vous faites une comparaison. Vous lisez phrase par phrase, vous comparez les deux phrases de chaque texte, et puis vous trouvez pourquoi le texte est bien traduit. Comment est-ce que le traducteur a trouvé le mot? Comment est-ce qu'il a choisi le mot? Donc, tout ça, c'est vraiment un travail de recherche. Je dis aussi à mes étudiants que s'ils veulent devenir traducteur littéraire, il faut pratiquer. Parce que la traduction littéraire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire d'un jour à l'autre. Il faut toujours s'entraîner tous les jours à partir des morceaux plus petits, plus courts, et puis on allonge le texte, et puis on traduit un livre, on traduit un roman, et puis on traduit plusieurs romans. C'est comme ça qu'on progresse. Il faut aussi apprendre beaucoup des traducteurs expérimentés. C'est-à-dire consulter les traducteurs expérimentés quand on a des difficultés. Par exemple, on peut s'adresser au traducteur chevronné pour leur demander comment
traduit tel ou tel mot, comment traduire telle ou telle phrase dans tel ou tel contexte. Et on arrive à trouver des suggestions, des solutions, etc. Il faut aussi oser, par exemple, prendre contact avec des auteurs. C'est mon cas, par exemple. Quand j'ai traduit un livre d'un auteur belge qui a obtenu le prix des 5 continents de la francophonie, dont Jean-Marc Turine, il y avait des mots qui étaient très difficiles. Et j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Par exemple, Jean-Marc Turine utilise le mot « le livre-corps de ma mère ». Par exemple, je trouve la réponse d'une part. Je lui ai écrit et il m'a répondu. Il m'a expliqué. Et c'est comme ça que j'ai pu traduire le juste mot, le livre-corps de ma mère, dans la traduction vietnamienne. Il faut aussi, par exemple, faire lire. C'est-à-dire, quand on traduit un texte littéraire, il faut oser demander soit à ses amis, soit à ses collègues ou aux amateurs de la littérature pour qu'ils relisent, qu'ils donnent leurs remarques. Parce que c'est l'avis des autres qui peut nous aider à améliorer le texte. Parce que dans la traduction littéraire, ce qui est très important, c'est le travail de relecture, d'autocorrection. On peut s'autocorriger, mais on peut aussi demander aux autres de nous donner un coup de main pour la relecture. Et ça, c'est vraiment gratifiant. Le traducteur littéraire, c'est vraiment un passeur des cultures, parce que chaque culture a ses caractéristiques. La culture occidentale et la culture orientale, c'est complètement différent. Et si les Vietnamiens, les Chinois, les Japonais ne lisent pas les œuvres littéraires européennes, occidentales traduites dans leur langue, ils ne peuvent pas comprendre la pensée, la mentalité des Occidentaux. Et c'est grâce à la traduction littéraire qu'on peut découvrir la mentalité, la pensée, la philosophie des gens d'un autre pays ou d'un autre continent. Et donc, c'est vraiment un travail de passeur qui permet de réconcilier quelquefois les peuples, de faire comprendre une culture à une autre, de permettre l'échange culturel entre les peuples et aussi parfois de rapprocher les peuples.